La première ministre Victoire Sidemero Tomega Dogbe a-t-elle dès début réussi à la tête du gouvernement togolais, celle qui est devenue en octobre dernier la première femme chef du gouvernement au Togo, a présenté vendredi 15 janvier le bilan de ses 100 jours à la tête du gouvernement. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut en retenir? C'est les questions que nous posons ce soir à notre invité, Kwamivi Akleso Esso, consultant en coaching et politique. Bonsoir. Bonsoir Samuel. Et merci d'être notre tout l'honneur est pour moi. Invité. Je suppose que vous avez donc suivi, comme nous tous, la première ministre chef du gouvernement dans son exercice de bilan pour ses 100 jours à la tête du gouvernement. Vous pensez que Victoire Dogbe a des débuts réussis? Je dirais non, a priori, vis-à-vis de la courtesse du temps. 100 jours, c'est peu pour évaluer quelqu'un sur ses aptitudes, ministérielles, pour ne pas dire la première ministre. Mais je dirais également que oui, parce que ce qu'elle a dit par rapport à ces axes, ou les 3 grands axes sur lesquels elle s'est basée avant de démarrer sa mission, vis-à-vis de cela, on peut dire que oui, c'est un début réussi, mais si je m'en tiens catégoriquement aux As, non, rien n'est encore fait sur le terrain parce que je le disais tantôt, quand vous allez dans la V, il y a des problèmes, vous allez dans Bamolo, il y a des problèmes, vous allez dans Vaud, même il y a des problèmes. Je viens d'apprendre même que la route Vaughan-Enfant n'est pas totalement terminée aussi. Oui. Donc, je me dis qu'elle a parlé de ces axes et c'est essayer de toucher les 3 côtés de ces 3 axes pour voir. En fait, c'est la réussite, non. Mais bon, elle a le droit de s'en délecter par rapport à la feuille de route qui lui a été confiée. Est-ce que finalement 100 jours, c'est pas un peu trop tôt pour s'auto-évaluer? Naturellement, c'est 100 jours, mais c'est elle-même qui a voulu jouer le jeu. C'est dans le système américain qu'on constate cela, où le nouveau président qui n'était pas dans les girons de la politique ou dans les girons des grands partis politiques, lorsque par des alchimies ou par des négociations, il y arrive, on lui laisse faveur de faire le bilan de ces 100 jours pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui peut marcher, et ça marche demain. Comme on est au Togo, c'est aussi l'initiative à louer, puis elle a dit gouverner autrement. Si de temps en temps, il faut venir faire le bilan de ce qui s'est passé dans les 3 mois. C'est bon. Puisque je me rappelle bien, on disait que Sylvain Solupio, à chaque fois, il venait, il fait le bilan à l'aéroport, à la population, sur tout ce qu'il allait faire. Donc là, je dis bravo de ce côté. Mais le bilan n'est pas, comme les gens le pensaient, positif. Donc, on peut quand même apprécier ce style à la Dogbe. Être cette Premier ministre de reddition des comptes qui vient après 100 jours dire ce qu'elle a fait, comment elle l'a fait et tracer de nouvelles ambitions. Je pense que c'est au travers des émissions comme celle-ci qu'on soit réellement si la redevabilité a été bonne ou pas. C'est-à-dire qu'il est bon de donner des résultats, mais on en a les résultats pour voir si c'est un bon résultat ou bien c'est un mauvais résultat. Donc, c'est par la suite qu'on verra que malgré qu'elle ait donné des résultats, on a analysé, il y a plus de médiocrité que de félicitations à lui faire. Donc, sans cela, on saura qu'elle a été une bonne initiatrice, mais d'ores et déjà, le fait que cette politique est mise en place pour rendre compte à la population, c'est une bonne chose. Alors, en même temps, est-ce que vous pensez que pendant ces 100 jours, elle a pris le temps de prendre ses marques? Et étant donné une ancienne ministre, puisqu'elle avait eu le fauteuil de développement à la base au début, avant, je pense qu'elle est déjà dans les girons de sa mission, puisque si j'ai bonne mémoire, elle aurait fait plus de 10 ans. Donc elle connaît déjà les rouages de sa politique, sauf que je pense que la mission est plus lourde que cela ne passait quand elle était ministre de développement à la base, même si je sais qu'elle a joué également le rôle de chef de cabinet du président. Oui, c'est un peu différent quand on te confie la primature parce que ça pèse plus que, on a besoin de plus grandes épaules que si tu étais un simple ministre. Donc, je dis que c'est bon, mais faut toujours raison garder. Alors, on voit quand même, je parlais de son style tout à l'heure, on sent qu'elle veut être
une chef du gouvernement d'action, elle veut être présente, elle veut suivre les choses de bout à bout. C'est un peu le contraire de son prédécesseur, qui était lui plutôt effacé, qui n'aimait pas faire de l'ombrage au président de la République. Vous pensez que c'est de ce profil dont on a besoin aujourd'hui, d'un Premier ministre qui s'assume? En fait, une première qui s'assume, mais qui n'est pas chaque fois sur le terrain. Parce qu'il y a d'autres équipes qui sont coachées pour travailler sur le terrain. C'est ce qu'on a aussi reproché aux anciens, de ne jamais être sur le terrain. En fait, je pense que c'est le suivi qui est problème, qui était problème avec les anciens. Il faudrait qu'il y ait une équipe, nous avons suggéré qu'il y ait une équipe présidentielle de suivi qui vérifie les actions que les gens la posaient, que les ministres posaient, mais ça n'a pas été le cas. Maintenant, ce qu'elle fait, elle est plus sur le terrain que dans son bureau. Ce n'est pas trop bien. Parce que si on cherche un ministre ou quand on cherche la première ministre, on est obligé de l'avoir à son bureau. Mais si elle est sur le terrain, les équipes techniques qui devaient travailler sur le terrain, ils ne vont plus jouer leur rôle. Donc ça aussi, ce n'est pas trop bien. Elle peut faire des sorties d'une manière sporadique, mais pas à chaque fois sur tous les dossiers. Elle est sur le terrain. Il y a pas, les gens, ils devaient avoir une équipe qui lui rende des comptes justes et elle vérifie. C'est ce qu'on reprochait à l'ancien premier ministre, c'est que l'équipe de suivi ne lui fait pas le rapport parce qu'on n'a pas l'intention qu'il y a un suivi sur ce qui s'est fait et ce qui ne s'est pas fait. Donc, et c'est là où les gens pensent qu'il y a une sorte de laisser-aller. Mais actuellement, quand on prend ce qu'elle fait, il y aura beaucoup de problèmes parce qu'il y a des dossiers qui sont là primature, il y a des projets qu'elle doit signer, il y a des choses là. Donc, si vous allez souvent, déjà, ça fait, moi je parle de tout le gouvernement, ça fait 2 fois que les ministres ne sont pas là. Vous allez, ils disent soit ils sont au conseil des ministres ou ils ont réunion technique. Donc, il n'y a que 3 jours. Or, les ministères sont là pour servir également la population. Il n'y a que 3 jours. Là, quand tu vas aussi, on va te dire et tu repars. Donc, il y a des services techniques. Oui, c'est ça le problème. Il y a des dossiers, c'est uniquement le ministre qui doit les signer. Donc, c'est pourquoi on va te dire revenir le lendemain, revenir après. Donc, cette manière de faire aussi n'est pas totalement bien. Il faudrait essayer de trouver, comment dire, le juste milieu de l'ancien système et C'est-à-dire, vous pensez qu'elle est trop présente? Oui, je pense qu'elle est trop présente sur les dossiers et sur les médias. Je pense que c'est ça. Il y a des gens, par exemple, il y a le chargé à la communication de la primature, il y a le porte-parole du gouvernement. Il est fondé à communiquer, le chargé à la com. Mais le porte-parole du gouvernement, son rôle, lui aussi, c'est lui qui doit nous informer sur ces choses. Donc, c'est pourquoi je dis que ce n'est pas trop bien. Ce n'est pas un péché, mais ce n'est pas trop bien aussi. Alors, dans le bilan qu'elle a présenté, on a vu, en tout cas, on a vu la Première ministre en action. On évoquait tout à l'heure ses visites sur le terrain. Vous l'avez vu sur plusieurs chantiers, par exemple à Barkwassi. On l'a vu également à Tchévier, à la voie Kanté-Tanjoar. La route Pia-Sarakawa avait Pozoane, Lomé Palimé, la route Lomé-Vogan-Enfoin. Est-ce qu'il n'est pas mieux qu'elle soit là pour montrer que je vous ai à l'œil? Non, vous voyez, c'est que elle peut avoir les gens à l'œil même si elle est au ministère. C'est ce que je le dis. C'est ce que je dis ça. Il y a des équipes techniques sur le terrain. Le souci, c'est que les gens vont faire des choses par obligation et dans la précipitation. Jusqu'à présent, rien ne prouve que les routes là ont été bien faites. C'est même pas en cause l'état de ces projets, mais je dis que rien ne prouve que ces choses ont été bien faites. Juste parce qu'ils savent que la ministre va arriver, les gens vont précipiter les choses pour qu'elle les félicite. C'est pourquoi je dis que le délai qu'on a accordé aux gens, c'est au niveau de la réception. Quand on veut réceptionner les projets, je pense que c'est le lieu où elle peut aller, ou inauguration des projets, je pense que c'est le lieu où elle peut être sur le terrain. Là, on en a besoin. Ou même, on peut même prendre un directeur technique. Parce que dans chaque préfecture, il y a des directeurs techniques des travaux publics. Donc, c'est à eux d'assumer ce genre de boulot. Mais le ministre peut quand même, la première ministre peut quand même faire une visite inopinée, mais ce n'est pas aussi constant chaque fois comme ça. On a vu également sous elle, quand je prends un autre domaine comme le budget, 53% du budget 2021 est consacré au social. Ça, c'est aussi la touche de la femme chef du gouvernement. N'oublions pas qu'elle venait du développement à la base. Donc, elle connaît le problème social. Sauf que faisons bien attention au pourcentage. C'est que en réalité, l'impact de ce genre de choses dans la vie des Togolais, moi, c'est ça qui m'importe. C'est vrai que sous son ministère ou sous sa primature, on a constaté cette augmentation.
C'est une bonne chose, mais dans le panier du ménagère, est-ce que ça se remarque actuellement? Quand vous allez à Gbalpedo, vous allez voir les bonnes femmes dormir là-bas 24 sur 24. Quand vous allez dans les préfectures, dans les communes, on renverse le fonds de commerce des dames, celles qui vendent à Imol, tout ça là, on renverse ça. Je ne pense pas que ça répercute ce qu'on veut, ce qu'elle est en train de donner dans le pourcentage. Elle veut que les femmes ou bien la population ait un bon revenu et que les choses marchent. Mais si ces actions isolées qui permettent quand même de terroriser la population, je ne pense pas que les 53% révèlent vraiment ce qu'elle fait. Mais au contraire, c'est une bonne chose parce que ça a augmenté le financement dans l'inclusion, comme on le disait, ça peut quand même jouer un rôle. Alors, 53% du budget au social, vous avez également la gratuité des frais d'inscription aux examens. On parle de revalorisation du traitement des chefs cantons. Vous avez l'augmentation des frais de mission de 20% pour les agents de l'administration, qui sont à l'actif de la nouvelle équipe. Bon, tout ça, c'est quand même des points assez positifs. Oui, mais quand vous prenez par exemple la gratuité scolaire, la gratuité des examens, les frais d'inscription, les gens n'ont pas de naissance, ils n'ont pas de nationalité. Donc ça, c'est un autre problème aussi. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'on n'a qu'à vérifier pour voir d'abord ceux qui vont à l'examen. Ils ont des documents, parce qu'après, vous allez voir, les mêmes personnes ne vont pas aller à l'université parce qu'ils n'ont pas de documents. S'il y a un mécanisme, moi j'aurais préféré, s'il y a un mécanisme qu'elle trouve, et je ne sais pas si par famille ou par quelle méthode, on permet plutôt que les gens là aient accès facile à la nationalité. Parce que même quand on fait la nationalité foraine, ceux qui n'ont pas de naissance, ils ne peuvent pas le faire. Parce qu'il faudrait disposer d'une naissance et d'une nationalité d'un parent avant de le faire, la nationalité foraine. Mais beaucoup, surtout quand vous quittez le Lomé, ils n'en ont pas. Il y a, je donne l'exemple Bamono, quand vous prenez 100% de ceux qui ont eu le bac, il y a plus de 55% qui n'ont pas de nationalité. Donc, ils sont là. Heureusement que l'université a permis à ceux qui peuvent écrire une lettre pour s'inscrire et après venir compléter. Mais vous allez, ils sont pleins, surtout quand on est en période de Covid. Ils ont fait une queue qui sort jusqu'au tribunal de commerce. Donc, ça voudrait dire que la gratuité, ce n'est pas aussi trop bien. Il faudrait revoir la chose. J'aurais préféré même que on essaie de faire un clin d'œil derrière pour voir. Est-ce que la gratuité scolaire, ça donne un résultat? Parce que vous allez, on dirait que le privé est le seul secteur qui forme mieux en éducation, surtout les cours primaires. Quand vous allez dans les établissements publics du cours primaire, les enseignants, des fois, ils sont là, les enfants ne parlent même pas français, alors que nous, en notre temps, à partir de ceux deux, tu veux parler le français. Donc, les privés sont pleins. Quand les écoles privées sont pleines, ça voudrait dire que ça ne marche pas au niveau du public. Donc, est-ce que la gratuité, là, c'est une bonne chose? Il faut bien revoir ça parce qu'il y a les cotisations parallèles que les parents paient malgré qu'il y a la gratuité là. Donc, je me dis qu'on n'a qu'à faire attention avec l'histoire de gratuité. L'État n'a qu'à revoir. Moi, j'aurais préféré qu'on mette un mécanisme en place pour voir si on peut faire que les frais d'examen là puissent permettre que ceux-là ils aient leur nationalité. C'est une bonne chose. Sinon, la gratuité, c'est bon, mais la gratuité est toujours dangereuse dans certains cas aussi. Mais en même temps, on est dans un pays où tout est prioritaire. Il n'y a pas que l'éducation. Vous avez la santé, vous avez la sécurité, vous avez beaucoup d'autres domaines qui sont prioritaires. Elle doit travailler sur plusieurs chantiers à la fois. Ah, mais c'est ça qui n'est pas bien. En matière d'entrepreneuriat, tu ne peux pas avoir priorité sur tout. C'est-à-dire qu'il y a un qui est prioritaire par rapport à l'autre. Donc, il faudrait choisir. Mais on parle là de pays, on ne parle pas d'entreprise. Oui, c'est vrai que un pays est défini comme une entreprise, mais on parle du pays. Oui, je sais. Un pays ne peut pas avoir uniquement que des priorités. Et parmi les priorités, il y a des priorités. En fait, en termes de priorités, il y a quelque chose qu'on a besoin de faire immédiatement et à l'instant. Donc, ça, on n'a qu'à le faire d'abord. Il y a d'autres qu'on peut déléguer ou on peut reporter ou bien on peut proroger. Donc, on n'a qu'à le faire aussi. Mais si l'État va se fatiguer, s'il veut prendre toutes les priorités à la fois, l'État sera fatigué. Est-ce qu'on a les moyens même de faire ça? Non. On sait que l'éducation est prioritaire, on sait que la santé est prioritaire. Il y a beaucoup de choses qui sont... Mais parmi ces priorités, choisissons la priorité des priorités. Elle est venue aussi dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus. Et elle-même, elle a dit, par exemple, au cours de l'émission, il y a beaucoup de choses à faire et nous sommes en train de les faire dans un contexte marqué par la pandémie. Cela nous ralentit, mais nous devons poursuivre. Donc, est-ce que ça, ce n'est pas des circonstances atténuantes aussi pour la chef du gouvernement? D'abord, je dis qu'elle a été
première ministre de développement à la base. Ça voudrait dire qu'elle connaît bien les dossiers qui sont là. Si c'était quelqu'un qui n'avait pas eu accès à ces dossiers, et moi je dirais que oui, mais étant donné qu'elle a fait 10 ans, si j'ai bonne mémoire, elle connaît réellement ses problèmes déjà. Bon, je pense même que c'est pourquoi elle a pris ça à bras le corps. Donc, elle connaît déjà ça. Ça ne va plus être une situation atténuante à son niveau. Je parle plus du coronavirus et son impact sur l'action du gouvernement. Le ralentissement provoqué, parce qu'on sent que c'est une dame qui veut aller très vite, mais qui doit faire avec l'existant, qu'est le coronavirus. Oui, vous voyez, c'est comme en temps de guerre. Il y a des gens qui font plusieurs recettes où l'économie marche dans certains pays que d'autres. Ça dépend de la stratégie qu'on a mis en place. Et ça devait en fait être de son avantage qu'il y a eu coronavirus. Mais comme chaque pays se relève de coronavirus, si on prend ça, c'est n'importe qui. Vous voyez, actuellement, quand vous demandez aux gens, même l'argent, il dit que le coronavirus a tout fait. Donc, tout le monde prend ça comme une sorte d'alibi. Mais moi, je ne pense pas que le coronavirus n'a pas mis à terre le gouvernement togolais. Et d'autant plus, il y a des, comment dire, les projets novicides que l'État a pu mettre en place. Si l'État était vraiment abattu, on n'aurait pas pu faire ça. Donc, actuellement, je pense que Dapao, la région des Savanes est en train d'être mise en quarantaine. Ça voudrait dire que, oui, si l'État n'a pas ses moyens, il n'allait pas aussi le faire. Donc, disons qu'on s'adapte. Elle n'a qu'à s'adapter à cela, même si je sais qu'on doit lui accorder certains crédits. Peut-être que s'il n'y avait pas coronavirus, elle aurait plus de financement à louer pour son fonctionnement que la commission Covid-19 aussi qui est dans. Donc là, je dis oui, elle a peut-être une petite situation atténuante, mais ce n'est pas aussi comme on le pense. Sinon, moi je pense que l'État togolais s'est adapté à Covid-19 dès le début jusqu'à présent. Et puis elle a dit une phrase que j'ai entendu également il y a quelques années dans la bouche du chef de l'État. Elle dit: nous devons poursuivre les efforts pour faire reculer davantage la pauvreté. Le président de la République, lui, disait dans une interview qu'il avait accordée, je pense, en 2018 à Jeune Afrique, la pauvreté n'a pas assez reculé. On sent que c'est une obsession pour le gouvernement, pour l'exécutif, le recul de la pauvreté. Vous voyez, il y a des gens, souvent, quand on fait ce genre de débat, ils pensent qu'on ne reconnaît pas ce que l'État fait ou le gouvernement fait. Mais on ne peut débattre que sur un sujet ou sur quelque chose qui a eu lieu. Nous parlons de l'insuffisance de l'État. Donc, dans cette perspective, je pense qu'elle a donné 50% de Togolais, de la population est sous le seuil de pauvreté. Oui, c'est-à-dire, elle dit que moins de 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et ça, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut faire attention aux chiffres. Si on vérifie bien, on avoisine 8 millions. Ça voudrait dire qu'il y a presque 4 millions de Togolais qui sont dans la pauvreté. C'est énorme. Vous voyez, c'est énorme. C'est pourquoi je dis que, vous voyez, les femmes que j'ai citées, vous voyez les jeunes, les diplômés, les étudiants, et je donne même l'exemple des concours qu'on a lancés. Allez voir comment les gens étaient venus pleins. Ça voudrait dire que réellement, c'est quand au moins on aura 15% qui vivent sur le seuil de pauvreté, qu'on peut dire, félicitons-nous. Parce que ce n'est pas de la magie, on peut le faire. Les gens aussi, ce genre de choses, le gouvernement n'est pas là pour faire l'effort. Il est là pour travailler, pour résoudre les problèmes. Mais à la fin, s'il n'a pas pu résoudre les problèmes, bon, on va s'y adapter. Mais si il fait l'effort de résoudre certains, quand ce n'est pas suffisant, ayons le courage de dire que c'est insuffisant. Sinon, je pense qu'il y a toujours la pauvreté et que surtout, le pourcentage que je vois, ça cache les choses. Vous sortez, ça donne au moins une image positive. Je vous ai donné l'exemple je pense que le village c'est Togome et Yoti. J'ai dit qu'il y a un coût primaire et il faut faire 5 km pour aller. Et j'ai demandé que quand ceux qui vont aller au CG, comment ils vont? Il dit qu'ils quittent là pour venir au CG à Keve ou bien à Zaou. Vous voyez, quand les élèves doivent faire 11 km pour aller à l'école, ça, ce n'est pas... On n'est pas en train de tuer la pauvreté. On n'a qu'à supprimer la pauvreté. C'est que l'État fait l'effort de diminuer la pauvreté. Alors il faut tuer la pauvreté. Il faut supprimer la pauvreté pour que les choses puissent aller. Et il y a les moyens pour que l'État a pour y arriver.
Et puis, peut-être qu'elle vous rejoint hein, lorsqu'elle dit qu'il faut se focaliser sur les résultats. Vous pouvez tout faire. Si vous n'avez pas de résultats, vous aurez perdu du temps. Donc, elle est consciente de la situation. Elle sait que sans résultats, ça reste que de beaux discours, finalement. Oui, elle a raison. Et sauf que moi, dans le résultat, là, je vous l'ai déjà dit, il y a le négatif et le positif. Le résultat peut être négatif et le résultat peut être positif aussi. Le résultat ne veut pas dire qu'elle a réussi, forcément. Donc, si ce qu'elle a dit, je pense qu'elle prend conscience de la grandeur de sa mission, le pourquoi elle dit qu'il faudrait que l'action suive ce qu'elle dit. Donc, on va voir d'ici peu, est-ce que ça a marché ou ça n'a pas marché et on verra comment il faut redoubler d'efforts pour y arriver. D'ores et déjà, je pense que ces émissions lui permettent de savoir que la population pense d'elle, parce que quand on s'entend que les membres du gouvernement ou bien les bénis qui viennent acclamer, mais ce sont ces genres d'analyses qui permettent qu'elle sache il reste aussi à faire et elle va doubler. Je parle de la route. Quand vous allez aujourd'hui, vous quittez, comment on appelle, à Menyana pour aller dans Bamono, à Fagnan, il n'y a pas de route, pratiquement pas. Presque la terre, tu vas voir. Donc, le développement, modernisation du Togo aussi, il y a les routes qui en font partie. Donc, moi, je pense qu'elle peut y arriver. Et il faudrait seulement que chacun essaie d'apporter sa pierre à l'édifice. Vous avez confiance que peut-être dans les 3 prochains mois, quand elle viendra dresser le bilan des 100 jours, on aura beaucoup de concret? Non, j'aurais voulu que quand elle a déjà fait pour 100 jours, elle n'a qu'à nous faire pour 2 ans après, parce qu'on va voir, puisque les gens attendent l'hôpital, la modernisation aussi, il y a l'hôpital Pellegrini qui en fait partie. Oui. Donc, il y a des routes qui sont en cours, qu'on n'a pas terminées, il y a des voies qu'on n'a pas, il y a la route Le Mec-Palimé qui est en train d'être faite aussi. Donc, d'ici 2 ans, je me dis que ces chantiers seront finis. Là, elle peut avoir un bilan plausible ou non. Mais actuellement, dans 3 mois même, je ne suis pas sûr qu'on a terminé mais si on finit dans 3 mois, elle peut venir. Donc, ce sera, on va appeler bilan de 200 jours. Alors, là, on verra. C'est comme je suis pas trop optimiste parce que il y a les périodes des pluies. On s'approche des pluies. Il y aura des inondations qui vont ralentir également les projets ou les travaux. Donc, on verra que 1 mois et demi ou 1 mois pour des activités. Parce que quand en temps d'inondation, il y a des gens qui vont crier qu'on est inondé, il y a à Dakpame, et tout ça là aussi vont venir s'ajouter au problème. Donc plutôt ça va alourdir la négativité de son bilan si on ne sait pas faire. Comme Evie Aclès ce soir, merci d'être passé répondre à nos questions. Merci je remercie également Niwo et principalement à toi, Samuel. Consultant en coaching et politique. On va marquer la pause et après ce sera regard croisé.